va voir les institutions européennes. Quand on étudie un système, les institutions européennes sont plusieurs institutions, plusieurs éléments, sont composés de plusieurs éléments reliés entre elles par des mécanismes de coopération et de collaboration. Quand on analyse un système, la première chose à faire, c'est l'analyse nodale. C'est-à-dire que l'on s'intéresse aux liens qui relient les différents éléments du système. Plus un élément est connecté avec de nombreux autres éléments, plus il est central, plus il est important dans le système. Les éléments faiblement connectés aux autres éléments sont des éléments périphériques du système. Le centre de gravité du système est l'élément qui est le plus fortement connecté aux autres. Alors là, c'est le diagramme que vous trouvez si vous allez sur la fiche Wikipédia intitulée « Les institutions européennes ». Il vous montre ce diagramme. Vous y voyez la Commission, fortement connectée. Vous y voyez sur la gauche 3 institutions intéressantes, le Conseil de l'Union européenne, qui est le Conseil des ministres. En fait, il y a un représentant du pouvoir exécutif de chaque pays. C'est un conseil qui travaille en permanence. Le Conseil européen, c'est le Conseil des chefs d'État, qui se réunit 4 fois par an. Et il comporte aussi le président de la Commission, le parrain. Et vous avez une institution assez bizarre, le Comité des représentants permanents. Elle est très peu citée dans les traités. J'ai trouvé... c'est une espèce d'éminence grise. On voit que ce comité, qui travaille en permanence, assiste le Conseil de l'Union européenne, aide le Conseil européen et négocie avec la Commission. Intéressant. C'est une espèce d'éminence grise. La Commission étant au centre du système. Alors j'ai reproduit et on voit que la Banque Centrale Européenne n'est reliée à personne. Elle est totalement indépendante des autres institutions et donc des peuples. Alors j'ai recomposé ce diagramme sous une autre forme. On garde la même topologie, mais on change la topographie. Donc voici les institutions, voici les liens, et maintenant on comprend un peu mieux. Il y a 3 cercles. Un cercle central avec la Commission, qui est relié à tous les autres éléments du système. Dans un second cercle, le Conseil européen, le Comité des représentants permanents et le Conseil de l'Union européenne. Et enfin, dans un 3e cercle, périphérique du système, le Parlement européen, par exemple. Le Parlement européen est un élément périphérique du système. Et évidemment, en bas, les 2 banques européennes qui n'ont de compte à rendre à personne. Alors évidemment, vous pouvez me dire, oui, bon, l'analyse nodale, c'est bien beau, mais ça n'est pas suffisant. Il faut se plonger dans les textes. Il faut aller voir plus dans le détail qui fait quoi et comment il le fait. Alors, c'est ce que je vais faire tout à l'heure. Mais avant de le faire, je vais vous donner un exemple récent qui s'appuie sur ce diagramme. L'exemple du maïs transgénique OGM TC 1507 de la société Pionnier. Qu'est-ce qui s'est passé et quelles ont été les étapes du processus décisionnel pour autoriser la culture de ce maïs en Europe? Première étape, la Commission européenne demande au Conseil de l'Union européenne, donc de niveau ministériel, d'autoriser la culture de ce maïs transgénique. Donc la Commission européenne est à l'initiative du processus décisionnel. Le Conseil de l'UE vote, 19 pays sont contre, 4 pays s'abstiennent, 5 pays sont pour, c'est la 2e étape, mais ça ne suffit pas pour obtenir la majorité qualifiée. Donc nous sommes dans une non-décision. Je reviendrai tout à l'heure sur ce qu'est la majorité qualifiée. 3e étape, en fait en parallèle, le Parlement européen vote, se prononce. 385 contre, 35 abstentions, 201 pour. Donc le
Parlement européen se prononce à une très large majorité contre la culture de ce maïs transgénique, mais son vote n'a aucun caractère d'obligation. C'est juste un avis qu'il formule. On ne lui avait même pas demandé d'ailleurs, il s'est autosaisi. Son vote n'a aucun caractère contraignant. Quatrième étape, la Commission décide d'autoriser la culture du maïs transgénique. Elle est à la fin du processus. La Commission était au début du processus, elle est à la fin du processus. Il y a une cinquième étape quand même. On n'en parle pas. La société Pionnier remercie les membres de la Commission et son parrain. Et oui, ils sont polis ces gens-là. Donc ils disent merci. Alors quand on regarde les textes, en particulier le traité sur l'Union européenne, dans son article 13, paragraphe 2, il est écrit « Les institutions pratiquent entre elles une coopération loyale ». Donc là, on voit ce que signifie le sens d'une coopération loyale pour les membres de la Commission. Ils auraient pu se dire « Le Conseil de l'Union européenne s'est prononcé contre, même s'il n'a pas la majorité qualifiée. Le Parlement européen s'est prononcé contre, même si ce n'est pas un vote qui implique quelque chose. Bon, on va se ranger de leur côté. » Eh bien non. Ils sont loyaux. Ils décident. Parlons un peu de la majorité qualifiée. Qu'est-ce que ça signifie? Alors d'abord, je vais vous dire comment ça marche. Concrètement, sur les 28 pays, chaque pays possède un certain poids en fonction de sa démographie. La France, l'Allemagne, l'Italie, l'Angleterre pèsent 29 voix. Malte pèse 2 voix. Donc chaque pays vote et pèse le poids qui lui est attribué. Et on comptabilise. Il faut avoir 260 voix sur 352 pour passer. Ce qui correspond à 74% des voix. Ce qui signifie qu'en dessous de 26%, il y a décision contre. Au-dessus de 74%, il y a décision pour. Et entre 26 et 74%, il n'y a pas de décision. Alors, si le Conseil de l'Union européenne avait le dernier mot, on pourrait se dire, oui, c'est intelligent. Sur des questions sociétales lourdes, sur des questions qui vont remettre en cause notre anthropologie, la majorité simple, ça paraît un peu trop léger. On ne peut pas faire des réformes lourdes qui vont avoir un impact lourd sur notre anthropologie, par exemple, en se contentant d'une petite majorité. Il faut assurer le coup. Et si on ne dépasse pas la majorité qualifiée, alors ça veut dire qu'il faut remettre le travail sur le métier, qu'il faut continuer à travailler, qu'il faut continuer à s'améliorer. Et que la décision viendra plus tard. Si le Conseil de l'Union européenne avait le dernier mot, ça aurait un sens. Sauf qu'en l'espèce, puisque le Conseil de l'Union européenne ne décide pas, c'est la Commission qui décide. Donc en fait, la majorité qualifiée, le processus de la majorité qualifiée au niveau du Conseil de l'Union européenne n'est rien d'autre qu'un retrait de sa capacité à décider. Puisque s'il ne décide pas, c'est la Commission qui décide in fine. Donc on vous présente, quand vous lisez les textes du traité sur l'Union européenne, les articles pris un par un peuvent sembler acceptables. Mais quand vous mettez tout ça en cohérence, en relation, vous vous rendez compte du véritable sens que ça a. La majorité, le vote à la majorité qualifiée au Conseil de l'Union européenne n'est rien d'autre qu'un mécanisme qui vise à lui retirer son pouvoir de décision, de façon à ce qu'in fine, ce soit la Commission qui décide. Et finalement, ça arrange tout le monde. Parce que si on regarde là, vous vous souvenez de ce que je vous ai dit au début. Démocratie, démos, kratos. C'est les institutions qui sont la courroie de transmission entre le peuple et le pouvoir. Si vous regardez ce qui s'est passé sur ce mécanisme
réel, concret, qui s'est passé il y a un mois environ. Où y a-t-il du peuple dans tout ça, dans tout ce mécanisme? Au Conseil de l'Union européenne, il y a du peuple, puisque le Conseil de l'Union européenne est composé de ministres, donc du pouvoir exécutif, de représentants du pouvoir exécutif de chaque État. Donc il y a du peuple. Le pouvoir exécutif est une représentation du peuple. Donc il y a du peuple au niveau du Conseil de l'Union européenne. Au Parlement européen, il y a du peuple, puisque les parlementaires européens sont élus par le peuple. Mais il n'y a pas de pouvoir. Là où il y a du peuple, il n'y a pas de pouvoir. À la Commission européenne, il n'y a pas de peuple. Les gens sont désignés, ils sont élus par personne. Et c'est là qu'il y a le pouvoir. Donc on voit sur cet exemple simple qu'il n'y a pas de courroie de transmission entre le peuple et le pouvoir. C'est un premier indice. Alors, vous avez aimé le maïs transgénique, vous avez adoré le gaz de schiste. Monsieur Günther Oettinger, qui est commissaire européen à l'énergie, a déclaré « Il faudra explorer la piste du gaz de schiste en Europe ». Les Échos, 21 mai 2013. Et il va le faire. Vous serez très content d'avoir une Dordogne qui ressemble à ça. Vous n'en voulez pas? Eh bien, vous l'aurez quand même. Parce qu'on ne vous demandera pas votre avis. Et ça va se faire.